Bonjour, je suis Renaud Deschamps, candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens en 2026. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi dans cette fabuleuse aventure de candidat pour vous faire partager toutes les étapes menant à mon élection. Bonjour Renaud. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Candidat. Alors aujourd'hui Renaud, j'ai dû ressortir quelques cours de marketing pour préparer cet épisode consacré à la célèbre pyramide de Maslow, une théorie que la plupart des gens connaissent, qui hiérarchise les besoins humains fondamentaux en l'appliquant là pour le coup dans le cadre de cet épisode de podcast à la gestion de notre ville d'Amiens. Alors marketing et puis sociologie aussi, parce que la pyramide de Maslow c'est beaucoup avant tout de la sociologie. Clairement. Donc on va décliner les différents niveaux, du plus important au moins important, des besoins. Alors ça commence par les besoins physiologiques, c'est se nourrir, la sécurité, se loger, les sentiments d'appartenance à un groupe ou à une communauté, les sentiments d'estime, la reconnaissance, et puis au sommet de la pyramide, l'accomplissement personnel, donc l'épanouissement total. C'est exactement ça. En fait, on est parti du concept, du principe que... la vie d'un individu, c'est pas moi, c'est Maslow, qui explique que la vie d'un individu, elle est régie par différents étages, du plus bas, du plus élémentaire, ce qu'il appelle les besoins physiologiques, c'est-à-dire se nourrir, manger, survivre, se loger, etc. Et puis on va jusqu'à tout en haut de la pyramide, donc c'est pointu comme ça. Jusqu'à tout en haut, c'est, si tu peux le rappeler... l'estime de soi, c'est-à-dire l'épanouissement total. Quoi. C'est-à-dire donner un sens à sa vie, en fait. Et en fait, on s'est rendu compte, maintenant avec 10 ans de recul de politique locale, que ça s'applique tout à fait à la gestion d'une ville et à la gestion des attentes des habitants d'une ville. C'était la première question que je voulais te poser. C'est pour toi, cette hiérarchisation des besoins correspond aux attentes des électeurs d'une ville comme Amiens ? Et en fait, il suffit de se dire qu'un électeur, c'est avant tout un être humain. Un être humain qui a sa vie de tous les jours, avec ses besoins physiologiques, je ne vais pas les répéter 15 fois, et puis aussi qui, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, se projette, se crée un idéal et a envie de laisser peut-être une trace de ce qu'il a fait. Et de se dire, le jour où je fermerai les yeux, je voudrais avoir fait quelque chose de ma vie, ce besoin d'accomplissement. Et en fin de compte, quand tu gères une ville, tu dois te dire que tu gères des milliers d'habitants comme ça, qui ont chacun leur pyramide de Maslow. Et c'est bien beau de dire, voilà, j'ai des grands projets pour la ville, mais si tu ne réponds pas d'abord à l'étage numéro 1, puis à l'étage 2, puis à l'étage 3, ça ne sert à rien de taper tout de suite sur l'étage numéro 5. Et c'est ce que je veux qu'on voit précisément dans cet épisode, de se dire qu'un maire doit absolument oublier aucun des étages de cette pyramide. D'accord. Et donc ça pourrait quasiment constituer un socle de programme électoral. Tu pourrais baser ton contenu de programme sur cette pyramide ? Quand tu rédiges un programme, tu le fais en fonction d'idées que tu as, de vision de ta ville. Donc la vision de ta ville, en fait, c'est le dernier étage de la pyramide de Maslow. Et tu dois aussi, tu dois croiser des lignes horizontales et des lignes verticales. Les lignes horizontales, les colonnes, c'est des thématiques. Colonnes sur telle délégation, l'économie, la culture, la sécurité, la propreté, le social, le logement. Et là-dessus, tu vas croiser avec ces fameuses strates horizontales et progressives, du bas vers le haut, sur lesquels on va entrer dans le détail. D'accord. Du coup, rentrons dans le détail et commençons par le bas. Par le bas de la pyramide, le socle, les besoins fondamentaux, les besoins physiologiques, comme se nourrir, se déplacer, ça me paraît être la base. Donc pour toi, quels sont tes besoins, tes recommandations, ta vision, Ce que je ressens, c'est que les habitants d'une ville, et là moi je prends l'exemple de ma ville, Amiens, nous disent « Attention, vous les politiques, parfois vous êtes un peu trop déconnectés, voire beaucoup parfois, de nos préoccupations du quotidien. » C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une vision pour la ville, il le faut, mais il faut avant tout que vous nous garantissiez le minimum vital qui permet de nous épanouir et d'aller sur les strates supérieures. Si tu prends dans la pyramide de Maslow originelle, tu as un point qui est donc se nourrir. Si tu projettes ce point se nourrir sur une politique municipale, moi, ça me fait penser immédiatement à la restauration scolaire. Comment tu gères la restauration scolaire ?
Ben, la restauration scolaire, tu fais en sorte qu'elle soit la mieux gérée possible, avec du circuit court, que les enfants apprennent à manger, apprennent à découvrir des nouveaux produits, qu'ils mangent correctement et que ce ne soit pas un coût prohibitif pour les parents. Donc, tu dois à chaque fois prendre les items de cette pyramide de Maslow et les appliquer sur ta politique municipale. Ok. Et donc, tu as des envies ou ouais, je sais pas. Des souhaits particuliers, sur des thèmes de programme. Non, mais en fait, c'est ce que je veux vraiment dire, c'est que tu regardes sur chacune de ces thématiques comment tu réponds à l'attente des habitants. Tu as une autre thématique dans le niveau 1 de la pyramide de Maslow, c'est avoir un toit, quoi. En fait, être protégé. Se loger. Ouais. Donc voilà, ça correspond à la thématique habitat. Aujourd'hui, la thématique habitat, il y a beaucoup qui est fait... il y a beaucoup de communication qui est faite sur le social, sur le logement social, sur les bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, moi, dans notre ville, je constate que ça avance à 2 vitesses. On a 2 grands bailleurs. Et je ne vais pas les citer pour ne pas en incriminer un des 2, mais tous les Amiénois sauront de qui je parle. Il y en a un qui fait le job, qui fait de la rénovation énergétique, qui change les menuiseries, qui rend beaucoup plus sexy des choses qui ont été construites il y a 40 ou 50 ans, qui renouvelle, qui repeint. Et il y a un deuxième bailleur qui ne fait pas le job et qui laisse des habitants vivre dans des conditions complètement indignes, avec des cages d'escalier qui n'ont jamais été repeintes depuis 30 ans, avec des menuiseries qui laissent entrer l'air, avec des factures de chauffage, par conséquent, qui explosent. Et là encore, tu te dis, ça ne sert à rien de parler à ces personnes-là, ces habitants de la ville, qui ont besoin de toute notre considération. Ça ne sert à rien de leur parler de projets municipaux sportifs ou culturels ou économiques si déjà tu ne règles pas la priorité qui est leur priorité numéro 1, être logé correctement. Et ça, le maire a la main sur ces bailleurs sociaux, il a bien la possibilité de faire évoluer les choses. Il y a un des 2 bailleurs sociaux qui est la main armée de la mairie et de la métropole. Et encore une fois, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Et il y en a un deuxième qui, celui-là, est géré par un organisme consulaire, où là, on n'a pas la main, mais on a quand même la main parce que ces habitations sont sur le territoire amiénois. Et donc, c'est très logique que le maire interpelle le président de ce deuxième office HLM. Donc oui, le maire a la main. D'accord. Donc là, pour le coup, tout ce qui était logement, ça fait partie des besoins primaires et même peut-être ça rentre aussi dans le 2e étage de la pyramide. Au 2e étage, Stéphane. Avec les besoins de sécurité, en fait, effectivement, avoir un habitat digne, propre, isolé, comme tu le disais. Et comment tu peux faire aussi la part des choses entre tout ce qui est logement, donc là, sociaux, et puis logement privé. Comment tu peux aussi venir en aide en tant que maire à tout ce qui est aide au logement privé pour améliorer les choses? Alors, le logement privé, tu peux l'encadrer par beaucoup de choses. Tu peux l'encadrer par déjà le PLU, le plan local d'urbanisme, où tu mets en place des règles. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Et moi, je pense notamment à un sujet qui me taraude, qui me dérange depuis plusieurs années, c'est la fameuse division des maisons amiénoises en plusieurs mini-appartements, studios, voire des chambres. Une maison amiénoise, pour ceux qui ne sont pas amiénois, c'est un logement caractéristique et typique d'Amiens, c'est-à-dire c'est une maison sur 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un premier, un 2e étage. Le 2e étage, il est sous comble. Et c'est l'habitat traditionnel des faubourgs amiénois. Des maisons pas très larges, plutôt en longueur, avec un terrain parfois ou une cour derrière. Des maisons qui ont été créées pour des familles et aujourd'hui qui de plus en plus ont été rachetées par des personnes qui ont décidé de se mettre dans le locatif et qui, au lieu une fois qu'ils ont acheté ces logements, au lieu de les louer de cette manière, vont les diviser en 2, parfois en 3 et alors parfois en 4. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée qui était salon, salle à manger, cuisine, ils vont en faire 3 pièces. D'accord. 3 studios, 3 chambres. Le premier étage où il y avait parfois une chambre, une salle de bain, ils vont faire un studio avec une chambre, une salle de bain. Et puis le comble, ça sera un dernier studio. Et on arrive parfois avec des marchands de sommeil, je le dis clairement, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, qui font n'importe quoi. Donc ça, il faut le contraindre. Il y a la mairie et la métropole ont mis un
permis de diviser. J'ai interrogé récemment au conseil municipal sur les effets, sur si vraiment ça fonctionnait. Vraisemblablement, ça ne marche pas foncièrement. D'accord. Parce que quelqu'un qui veut passer à travers les gouttes peut complètement faire ses travaux à l'intérieur et que personne ne s'en préoccupe vraiment, même si on constate après qu'il y a 4 ou 5 sonnettes et 4 ou 5 boîtes aux lettres à l'extérieur. Ouais. C'est le signe. On est dans le domaine privé, on n'a pas trop le droit de rentrer, donc ça ne marche pas. Il faut vraiment se repréoccuper de ce souci-là. Ça entraîne derrière un autre problème, c'est que quand avant tu avais 2 voitures pour une maison, maintenant tu as 5 voitures pour une maison. Ça, c'est un vrai problème aussi. Oui, ça crée un vrai problème de stationnement, ce qu'on appelle résidentiel. Alors, on a mis en place un stationnement résidentiel dans les quartiers, dans les faubourgs. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais grosso modo, quand tu as une voiture, ça te coûte 1 euro par an. Quand tu as une deuxième voiture, ça te coûtait avant 50. Maintenant, ça te coûte beaucoup plus cher parce que le maire a augmenté ça. Encore une aberration. Je reviendrai là-dessus dans un autre programme, dans un autre podcast. Mais cette question du logement, tu peux aussi, effectivement, tu peux gérer le parc public et le parc privé. Si on revient sur ce deuxième étage, besoin de sécurité, ça fait évidemment penser à la police municipale. Et là encore, tu peux parler à tous les Amiénois de projets culturels, de projets de liaison ferroviaire entre Paris et Amiens et Lille, mais quelqu'un qui est chez lui, qui n'est pas du tout concerné par ces trajets parce qu'il travaille à Amiens ou parce qu'il est retraité ou parce qu'il est en recherche d'emploi, il s'en fiche de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est, 1, avoir son logement, on vient d'en parler, et puis 2, être dans une ville sûre et sécure. Et aujourd'hui encore, ce besoin de sécurité, moi je l'entends, mais tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un message d'un Amiénois qui... encore avant-hier, ça m'a pris aux tripes. Un papa qui m'envoie une vidéo, c'est pas lui qui l'a filmé évidemment, mais ça lui est arrivé sur son téléphone, de son fils collégien qui s'est fait tabasser devant le collège Saint-Riquier, j'ai entendu. Quartier Saint-Acheul, qui n'est pas réputé pour être un quartier de grande délinquance. Donc maintenant, les jeunes, ils n'ont plus de scrupules, ils se filment en train de se tabasser, il s'est pris des coups dans la tête. Et moi, quand j'évoque ces problèmes de sécurité avec l'adjoint en charge de la sécurité qui me dit « tout le monde constate qu'à Amiens, la sécurité s'améliore », mais j'ai envie de lui dire « mais où il vit, quoi ?» Qu'il sorte de sa tour de contrôle de la mairie, qu'il aille un peu sur le terrain. Et ce besoin de sécurité, il est fort, il est prégnant. Et on ne peut plus gérer la sécurité d'une ville comme on l'a gérée au XXe siècle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de personnel. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire au moins 2 choses. Plus de policiers. Et je l'assume et je l'assumerai toujours. Oui, ça coûtera plus cher. Il va falloir embaucher 5, 6, 10, 15, 20. Je n'ai pas encore chiffré le nombre de policiers municipaux qu'il faudra. Mais aujourd'hui, on est clairement sous-doté en policiers municipaux. Aujourd'hui, là, maintenant, on est en train de tourner notre épisode. Donc on est en matinée. Il y a 4 policiers municipaux qui tournent pour toute notre ville de 135 000 habitants. 4 policiers qui tournent. Il y en a un qui se met en arrêt maladie pour une raison ou une autre. L'autre ne pourra pas tourner parce qu'il tourne en binôme. Ça voudrait dire qu'on n'a qu'un seul véhicule ou équipage. C'est pas suffisant. Ça, c'est la première chose. Alors, les économies, parce que j'ai dit que je n'augmenterai pas les impôts, mais on les fera autre part. C'est-à-dire que moi, je préfère mettre plus de policiers dans la rue et on va peut-être ne pas remplacer 5, 6, 10, 15 ou 20 emplois de personnes qui sont dans des services supports, qui partiront en retraite, parce que tous les ans, on a des départs en retraite. On fera attention de ne pas forcément remplacer tous les postes pour pouvoir créer des nouveaux postes de policiers municipaux. Donc ça, c'est ce que j'appelle mettre du bleu dans la rue. C'est important de mettre du bleu dans la rue. Parfois, des commerçants, rue des Trois Cailloux, me disent « j'ai pas vu un policier de la journée ». Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'armement de la police municipale. Ça fait... j'ai pas changé d'avis depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je dis former notre police municipale. Et en 10 ans, il s'est passé bien des choses, notamment ce qu'un ministre a appelé un ensauvagement de la société. Je suis d'accord avec lui sur ce terme. Aujourd'hui... on n'a plus peur de tabasser son voisin parce qu'il nous a mal parlé. On n'a pas peur de foutre une claque à une femme parce qu'elle est mal habillée. Et on n'a pas peur de tabasser quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Et on n'a pas peur non plus de sortir une arme blanche de plus en plus, une arme de catégorie, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais en tout cas une arme létale, une arme à feu. On le voit, il suffit de regarder la télé tous les jours. Et moi, je prends souvent cet exemple. On a à Amiens
un grand parc qui s'appelle le Parc Saint-Pierre, où tous les étés, il y a l'animation estivale, un été à Amiens, avec des centaines et des centaines d'enfants qui sont là tous les jours pour profiter d'animations gratuites. Et self-promo, c'est moi qui l'ai mis en place à l'époque. Donc voilà, je suis très fier de ça. Et il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, parce que leurs parents ne gagnent pas beaucoup d'argent, et qui, grâce à ça, peuvent tous les jours faire de l'optimiste, du petit bateau, du pédalo, de la tyrolienne, etc. dans ce parc. Si un jour on a un taré qui vient avec une arme et qui se met à tirer, comme ça s'est vu à Annecy il y a quelque temps, sur les enfants, et que par hasard il y avait une patrouille de police municipale qui était là. Alors par hasard, c'est vraiment par hasard, parce que je te l'ai dit il y a quelques instants, ils sont 4. Donc si par hasard, là, à ce moment-là, il y avait 2 policiers municipaux qui passaient là au moment où ce fou se met à dégainer sur tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font, nos 2 policiers municipaux ? Ils courent avec les autres, ils s'en vont, s'ils ne sont pas armés. Alors que s'ils étaient armés, ils pourraient neutraliser le tueur. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant « Ah, mais la police municipale, ce n'est pas son rôle d'être armée, etc. » Si, le rôle de la police municipale, acte 2, niveau 2 de la pyramide de Maslow, c'est d'assurer la sécurité des Amiénois et la leur. Ils sont exposés, nos policiers. Bah oui. Ils sont exposés. Et certains qui sont contre leur armement me disent « Mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur Deschamps, on ne va pas fournir une arme à des policiers municipaux qui ne sont pas du tout formés, entraînés, etc. » Mais non seulement on les formera, mais c'est la loi. La loi exige qu'ils soient aussi bien formés, ils reçoivent la même formation que les policiers nationaux. Comme les policiers nationaux, ils ont des tests à passer, d'aptitude, ils ont aussi des tests psychologiques, et ils ont enfin un agrément qui doit leur être délivré par le préfet. C'est-à-dire que on ne donne pas des armes en France à n'importe qui. Donc, si vous voyez dans une autre commune de France un policier municipal armé, et il ne suffit pas d'aller très loin. Autour d'Amiens, il y a des communes, par exemple Rivry, où la police municipale est armée. Rends-toi compte, à 200 mètres d'Amiens, on a une commune de la métropole, qui nous pique des policiers municipaux amiénois qui démissionnent d'Amiens pour aller à Rivry parce qu'ils se sentent plus en sécurité là-bas. Je les comprends, moi, nos policiers municipaux qui s'en vont. Il faut la rendre plus attractive. Il y a un autre sujet, bon, ça c'est un petit peu en aparté, mais j'entends des Amiénois qui me disent « Bon, les policiers municipaux, parfois ils font les cow-boys, etc. » Je prends en compte cette remarque. Moi, je suis très protecteur envers notre police municipale parce que je les aime bien, ils font du travail, je trouve qu'ils ne sont pas très bien menés par la majorité. Je pense qu'on a beaucoup à leur faire, mais je prends aussi en compte cet élément et on retravaillera là-dessus, sur le respect aussi que doit la police municipale à ses administrés. On est là pour les rassurer, pour les servir, pas pour les embêter. Okay. Qu'on embête les délinquants, mais qu'on n'embête pas quelqu'un qui, de temps en temps, a fait une petite incartade, qu'on le rappelle à l'ordre. Et effectivement, dans une ville comme la nôtre, on est capable de repérer quelqu'un qui fait plusieurs incartades, et au bout de la deuxième, on dit, non, c'est plus une incartade, on te verbalise. Mais voilà, parfois, il y a des verbalisations qui sont... Il y a une dame qui m'a appelé parce que ses chiens sont sortis de chez elle, elle s'en est rendue compte, elle habite... dans un petit chemin de campagne, elle s'en est rendue compte au bout d'une demi-heure. Pas de chance, la fourrière était passée, ils lui ont enlevé 135 € à payer. D'accord. C'est dommage. Effectivement. Donc ça, c'était le niveau 2. J'étais un peu long, mais c'est important, ce niveau de sécurité. Et je vais peut-être même t'en rajouter une petite louche sur le côté, parce que là, sur le besoin de sécurité, pour se payer un logement, il faut évidemment aussi travailler. Donc il y a cette notion aussi économique qui est ultra importante. Hyper importante. Ouais. Donc ça, est-ce que, pareil, un maire a un pouvoir ou a des possibilités de redonner un petit peu un coup de fouet au niveau économique, de relancer un petit peu l'économie, que ce soit en centre-ville ou en périphérie ? Un maire, non, parce que ce n'est pas une compétence du maire, c'est une compétence de la métropole, l'emploi et l'économie. C'est pour ça que je dis toujours que pour que ça marche le mieux possible, il faut que le président de la métropole, qui a des compétences particulières, dont l'économie et l'emploi, soit aussi le maire de la plus grosse ville de l'agglomération, puisque c'est la ville-centre, c'est la ville qui accueille le plus d'entreprises. Et la logique voudrait que le maire d'Amiens soit aussi le président de la métropole. Et ça, tu l'as toujours dit aussi. Tu parlais d'avis qui ne changeait pas. Là, pour le coup, tu milites depuis longtemps pour que ce soit la même personne. Mais oui, parce que pour plein de raisons, et je pense qu'on fera un autre podcast dédié à ça, sur le cumul des fonctions. Aujourd'hui, on a un maire qui est uniquement maire.
plus les années avancent et plus l'État enlève des compétences au maire. Aujourd'hui, le maire a plus que 6 ou 7 compétences, c'est-à-dire grosso modo faire les mariages, la propreté, la sécurité, les écoles, la proximité et le PLU. Moi, je pense que rapidement, le PLU va devenir une compétence métropolitaine avec des PLU intercommunaux. Je pense que rapidement, l'État va nous dire mutualisez vos polices municipales parce que si un malfaiteur, un délinquant s'enfuit à Camon, à Rivry, aujourd'hui, notre police municipale, elle doit s'arrêter aux frontières de la commune, elle ne peut plus aller là-bas. C'est complètement stupide. Par exemple, de l'armement, voilà, on a des policiers amiens qui sont non armés, à Rivry, ils sont armés. Donc je pense que la compétence sécurité, elle va elle aussi être dessaisie du maire et passer à la métropole. Et c'est comme ça qu'on va arriver rapidement à un maire qui ne sera plus qu'un coupeur de ruban pour faire des inaugurations. Et c'est pour ça qu'il faut que le président de la métropole soit le maire de la plus grosse ville, et donc d'Amiens. Ok. Très bien. Passons donc au troisième niveau de la pyramide. On monte dans la fusée. On monte dans la fusée, ouais. Avec les besoins même d'appartenance. Alors ça peut faire partie de groupes, de communautés, de clubs, d'associations, de clubs de quartier. Est-ce que pareil, tu as des éléments à nous proposer sur ce que tu ferais si tu étais maire ? Le besoin de communauté, c'est faire nation. C'est-à-dire, on est des individus, mais on vit les uns avec les autres. Donc c'est la vie de quartier. C'est la vie associative. C'est la vie des clubs sportifs, c'est la vie culturelle. C'est comment le maire arrive à faire en sorte que le vivre ensemble s'améliore. Aujourd'hui, on est dans des sociétés très individualistes. Heureusement, il ne faut pas trop généraliser. Il y a des personnes qui arrivent encore à vivre en société. Mais je pense que le maire doit impulser tous ces moments où on apprend à vivre ensemble. Tous ces moments où, je prends l'exemple des comités de quartier. Il y a un maire, il y a 30 ans, qui avait créé les comités de quartier dans les 30 quartiers amiénois, en disant, voilà, vous allez travailler ensemble, être force de proposition, vous réunir en dehors de l'aspect politique. Bien sûr. Vous allez nous faire remonter ce qui ne va pas dans vos quartiers, et puis vous allez être force de proposition. Mais il a réussi à créer du vivre ensemble dans les quartiers. Dans les clubs sportifs, dans les clubs culturels, c'est comment on impulse, comment on finance aussi, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont besoin de subventions. Comment on subventionne, quels moyens on met derrière, quels objectifs on se donne pour que le vivre ensemble aille mieux. Et donc c'est vraiment l'étage 3 de cette pyramide qui est celui où vraiment un maire peut être acteur, peut être promoteur. D'accord. Donc en favorisant peut-être aussi l'engagement citoyen dans les comités de quartier, mais aussi peut-être plus largement Oui, avec la concertation avec les habitants, pas sur tous les sujets. Je rappelle que quand on est maire, on est élu, on nous confie les clés de la ville, on nous confie aussi le pouvoir de décision. Donc je mets aussi des limites à la démocratie participative. Par contre, la consultation citoyenne de manière régulière, je pense qu'à mi-mandat, un maire devrait organiser un référendum sur des sujets en demandant l'avis des Amiénois sur des sujets très structurants. Ce serait une espèce de moment solennel à mi-mandat où le maire dirait voilà ce qu'on a fait les 3 premières années, voilà ce qu'on compte faire sur les 3 dernières années. Quel est votre avis, sur tel sujet, est-ce que vous êtes plutôt pour ceci ou pour cela Et on va réorienter un petit peu. Alors on va pas faire un virage à 180, mais il y a des sujets importants. Là, à Amiens, en ce moment, il y a la fermeture d'une avenue importante, Salvador Allende, devant un grand parc, le parc de la Hautois. Ça aurait été idéal pour demander aux Amiénois, mais est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on ferme ou pas cette avenue structurante d'Amiens ? Est-ce qu'on la piétonise ou pas ? La foire, on a une grande foire à Amiens qui s'installe en juin-juillet, chaque été. Il ne faut pas avoir peur régulièrement de poser des questions de société qui vont nous engager pour plusieurs années. Est-ce que vous voulez que la foire reste au parc de la Hautois, dans lequel on va injecter 8 millions d'euros pour refaire le parc, ou est-ce qu'on profite de ces grands travaux pour mettre la foire ailleurs ? On peut même pousser à un étage supérieur. Est-ce qu'on a toujours besoin d'une foire à Amiens ?
une question que je pose. C'est pas tabou. À l'époque, il n'y avait pas Disney, il n'y avait pas Parc Astérix. Donc, c'était important que les animations viennent en ville. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours important d'avoir ces grands ces moments? Je ne sais pas. La question mérite d'être posée. Il y a aussi beaucoup d'Amiénois qui rêvent de voir revenir le carnaval, par exemple. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est sur une journée. Là, c'est une animation oui, vraiment et puis c'est particulière. pas la même chose. Carnaval, moi je pense que la population qui va dans les carnavals ne va pas chercher la même chose qu'elle va chercher dans les foires. Ouais. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les foires, il y a de plus en plus de problèmes d'insécurité. Enfin, je ne sais pas si tu laisserais tes ados aller à la foire seuls. Je les accompagne. Voilà, tu les accompagnes. Donc, à l'époque, on y allait comme ça, c'était bon enfant. Donc, je pense que cette question mérite aussi d'être posée. Et c'est typiquement des choses qu'on peut poser aussi à mi-mandat pour redemander. Parce que la société évolue vite. Quand tu prends, par exemple, je vais prendre le mandat prochain, 2026-2032. En gros, on va travailler le programme en 2025. Entre 2025 et 2031, il va s'être écoulé pas mal d'années où la société aura aussi changé. Et ton programme que tu as créé en 2025, il aura été fait sur une société de 2025. Et ce sera plus vraiment au goût du jour. Donc, tu dois toujours recalibrer un petit peu tes propositions, revoir un petit peu ta pyramide de Maslow. On l'avait évoqué dans un épisode dédié au programme où effectivement on disait qu'il vivait aussi pendant le mandat, évidemment. Et donc mettre cet étage 3 sur je consulte de manière intelligente mais pas systématique, ça me semble important. Ok. On monte encore d'un étage ? Allez, avant-dernier étage de l'ascenseur, avec les besoins d'estime des Amiénois, donc avec le besoin de reconnaissance. On a longtemps eu un slogan à Amiens, c'était « fier d'être Amiénois », qu'on a peut-être un petit peu oublié, mais la réussite, le respect des autres, la reconnaissance. Pareil, qu'est-ce que tu penses de ce slogan, tiens, « fier d'être Amiénois » ? Moi, c'est un slogan qui avait été créé par l'ancien maire d'Amiens, Gilles de Robien, dans lequel je me suis toujours reconnu. Moi, je suis arrivé à Amiens, j'avais 18 ans, donc je ne pouvais pas dire fier d'être né à Amiens, mais fier ensuite d'habiter et d'être pleinement à Amiens. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, donc j'ai vécu plus à Amiens que là où je suis né, à Paris en l'occurrence. Donc je me sens profondément dans mes tripes amiénois. Et pendant longtemps, j'ai été fier d'être amiénois. Si je n'avais pas été fier d'être amiénois, je n'aurais pas fait de la politique. Quand tu fais de la politique, c'est pour apporter ta pierre à l'édifice, servir les Amiénois, améliorer ta ville, l'embellir, etc. Aujourd'hui, tu l'as dit dans ta question, ce sentiment, il est perdu. Je veux redonner aux Amiénois la fierté d'être Amiénois. Tu sais, à l'époque, quand un Amiénois partait en vacances, les Amiénois, ils partent beaucoup dans le sud l'été pour aller chercher le ciel bleu et le soleil qui nous manque parfois. Ils avaient un peu honte de dire je viens d'Amiens. Ils disaient je viens d'une commune entre Lille et Paris. L'Amiénois, comme on dit, il se mûche. C'est un verbe picard pour dire il se cache. Il n'est pas très fier. Moi, j'ai envie de leur redonner cette fierté, ce sentiment d'appartenance. On appartient à la communauté amiénoise, aux habitants d'Amiens. Et pour redonner cette fierté, là, on monte dans la pyramide de Maslow, donc il faut aller sur du projet. Il faut aller sur du projet de ville, sur du projet de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire d'Amiens ? Comment on veut positionner Amiens par rapport aux autres villes de France ? Est-ce qu'on veut en faire la première ville de France sur telle thématique ? Est-ce qu'on va en faire la ville la plus nature de France ? Est-ce qu'on veut en faire la ville qui a ses hubs les plus intéressants en termes de stockage de l'énergie ? Voilà. Il faut comme ça des boussoles qui nous guident et qu'on explique bien aux Amiénois où on va. Le but du maire et du président, parce que là, encore une fois, c'est plus une compétence métropolitaine, voire du pôle métropolitain, c'est-à-dire de plusieurs communautés de communes, vers quoi on emmène tout ce monde-là. Le rôle du maire et du président, c'est d'être chef de bateau, chef de navire, et on embarque la population avec nous, on leur dit montez dans le bateau, c'est pas le Titanic, ça va pas couler, et on avance ensemble vers un objectif commun. C'est ça le sentiment d'appartenance. D'accord. Et du coup, toi, ce serait quoi tes objectifs en termes de rayonnement ? Tu verrais Amiens positionné sur quel... Voilà, je t'ai donné quelques exemples. Ces critères-là. Ville verte, aujourd'hui, on a bénéficié de choses qui remontent aux Romains avec les ortillonnages. Donc on a ce formidable écran de nature au sein de la ville. Mais aujourd'hui, on est en train de se faire rattraper par d'autres villes. Là, le maire actuel dit « je plante un arbre par naissance ». C'est ridicule, c'est de la com, je plante un arbre par naissance. Mais quel degré zéro de politique de nature en ville ? C'est pas ça qu'il faut. C'est quelles vont être les températures dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans à Amiens ? Comment on se prémunit de tout ça ? Quels sont les îlots de fraîcheur qu'il faut créer ?
Comment est-ce qu'il faut créer des fontaines? Comment on amène de l'eau? Comment on fait pour que l'eau soit en circuit fermé, qu'elle ne soit pas dépensée? Comment on fait pour que la rénovation énergétique des habitats aille beaucoup plus vite, aussi bien dans le parc privé que dans le parc public? C'est là-dessus qu'on doit emmener les habitants en leur disant on va réfléchir à la ville de dans 30 ans. D'accord. Ce qui nous amène directement sur le dernier étage, c'est l'accomplissement. Donc là, tu parles de l'accomplissement de la ville. Donc ce qui nous amène directement au dernier étage de la pyramide de Maslow, à savoir les besoins d'accomplissement personnel. Donc là, on parle d'épanouissement par le sport, par la culture, le fait de réaliser tous ces désirs. Donc ça, pareil, c'est quelque chose dans ton projet de ville qui correspond aussi à ça. Ce dernier étage, c'est le plus difficile à réaliser parce que tu as vu que l'étage d'avant, c'était le collectif et là, en fait, tu es dans le dernier étage, l'individuel. En fait, c'est arriver à ce que chacun, grâce à la politique, grâce à l'intérêt général et à la politique publique, arrive à s'accomplir lui-même. Et ça, c'est formidable parce que tu peux dire que grâce à tout ce qui est mis en place par la ville, la métropole, tu as des clubs sportifs qui vont œuvrer ensemble. Et dans ces personnes-là, tu vas avoir, par exemple, un jeune boxeur qui va créer son destin, qui va travailler, qui va ensuite peut-être être notre représentant aux Jeux Olympiques, qui se sera développé grâce à la puissance collective de tous et il aura eu son destin personnel, son accomplissement personnel. Là, j'ai pris l'exemple top du top parce qu'on a bientôt les JO en France, mais il faut à chaque fois se dire que dans toute cette communauté amiénoise, le maire, le président doit faire en sorte que chacun, s'il en a envie, réussisse à se sublimer et à arriver à un accomplissement de sa vie. Ça peut passer aussi par l'école, enfin les programmes adaptés pour là tu parlais des sportifs, mais les sportifs de haut niveau qui peuvent aussi du coup allier université ou école et sport de haut niveau avec des plages adaptées. Ça fait partie aussi, tu parles d'individuel, mais on revient aussi un petit peu sur le côté collectif avec les universités. Et puis même, ton exemple d'école, j'y avais pas pensé, mais il est très bon. C'est-à-dire que l'accomplissement, tu dis mon accomplissement personnel, il arrive en milieu de vie, en fin de vie, où je regarde dans le rétroviseur et je me dis j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. Mais ça, c'est possible si, dès le départ, tu as bien commencé ta vie avec un enseignement de qualité. Bon, ça, c'est la compétence de l'éducation nationale. Mais quand même, la mairie a son mot à dire sur les activités extrascolaires, les sorties culturelles qu'elle propose à ses écoliers dans les musées, la qualité des salles de classe, des cours, mettre de la nature dans les cours, comment on favorise les transports pour que les écoliers aillent à l'école, comment on fait pour que nos animateurs périscolaires soient mieux recrutés, qu'ils ne fassent pas juste de la garderie, c'est ce qui est le cas pour certains. Il y en a d'autres qui sont excellents, et il y en a d'ailleurs un qui est adhérent d'Amiens au cœur, qui me briefe là-dessus, qui me dit « Renaud, voilà, il y en a plein qui sont dans mon cas, qui sont formés, qui ont ça dans les tripes, et il y en a d'autres qui sont recrutés, on se demande ce qu'ils font là. Et ce n'est pas eux qui, pendant le temps du midi ou le temps du soir, élèvent intellectuellement les enfants. Donc ça, faut veiller à ça aussi. Donc tu vois, du plus jeune âge jusqu'à plus tard, le maire, le président de la métropole a un impact sur l'accomplissement personnel de chaque Amiénois. Ouais. Et du premier étage au dernier étage de la pyramide. Voilà, on a fait le tour. On a monté cette pyramide. En espérant que tu vas pouvoir t'accomplir en tant que maire en 2026. C'est gentil, mais ce sera un étage de la pyramide et oui, voilà, c'est un exemple. Voilà, moi, c'est ma pyramide de Maslow, c'est un petit peu tout ça. Voilà, mon étage 1, il est rempli. J'ai de quoi vivre, j'ai un travail, j'ai un logement. Mon étage 2, sur les besoins de sécurité, je me sens quand même en sécurité parce que voilà, j'ai un job, j'ai de l'argent tous les mois, j'ai des relations qui me permettent, quand j'ai un problème, d'appeler un avocat ou un policier, etc. Puis l'étage 3, je l'ai aussi, l'appartenance à des groupes politiques. J'ai créé mon association. Et puis mon étage 4, mon étage 5, ils sont en train de s'accomplir. Mais j'ai peut-être eu plus de chance que d'autres. Et le maire, c'est celui qui doit faire en sorte que chacun ait sa chance. Okay. Merci beaucoup.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode où un autre sujet sera abordé. Merci Stéphane, merci à tous. C'était un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que moi je l'ai trouvé passionnant parce que bien souvent on se pose cette question de comment ils font pour créer leur programme. Ils nous sortent des idées, on se demande d'où, et en fin de compte on se rend compte que souvent c'est quand on revient aux fondamentaux qu'on arrive à trouver les solutions. À bientôt.